l'art, la danse, les valeurs, les normes d'un pays, et j'en passe, font partie de la culture. L'animation culturelle peut permettre aux personnes de prendre part à la culture et avec l'aide de ces animations, cela les rend plus intéressantes pour les personnes et c'est donc plus facile d'aimer la culture qui est animée. Aujourd'hui, nous allons vous parler des innovations culturelles mises en place depuis 2020. Celles-ci sont mises à la disposition du public, mais nous avons pu remarquer qu'elles sont très peu animées. On constate que depuis le début de la pandémie mondiale, il y a eu une nette croissance des applications culturelles et de la mise à disposition de celles-ci. En découvrant les applications, on remarque alors qu'il n'y a pas ou très peu d'animations effectuées dans le contenu de celles-ci. L'utilisateur est livré à lui-même devant l'application, sans qu'on puisse lui expliquer ce qu'il regarde ou ce qu'il fait. Nous voici à présent sur l'application Notorio. Cette application nous permet d'effectuer des visites en 3D. En effet, elle propose un grand nombre de lieux culturels à visiter de manière virtuelle. Elle y regroupe des visites de musées, de galeries d'art, de cathédrales ou bien encore de chapelles. Nous nous retrouvons actuellement dans une galerie d'art pour effectuer la première visite en 3D. Nous pouvons nous déplacer à l'aide de la souris ou bien cliquer sur les œuvres dans la barre du bas pour s'y rendre immédiatement. Cette application a des défauts. En effet, elle laisse son utilisateur seul, sans animation, face à la visite. Aucune explication, aucune pancarte explicative, aucune animation qui permet de rendre la visite plus dynamique. Groover. Groover a été conçu par 4 étudiants en 2017 dans le but de faciliter les échanges entre les artistes de tout niveau et les médias à la recherche de talents émergents. L'objectif visé par le projet était alors d'établir des liens directs entre les artistes et les professionnels de l'industrie pour la somme de seulement 2 €. Alors, comment ça marche ? Rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur la plateforme. Ensuite, vous pourrez ajouter votre morceau sur cette dernière en remplissant votre nom d'artiste et le titre du son comme on a pu le voir à l'écran. Groover va alors vous recommander des médias, des radios et des professionnels qui vous correspondent et vous n'aurez plus qu'à sélectionner celui que vous souhaitez. Par la suite, vous pourrez alors personnaliser vos envois en écrivant un texte de votre choix pour que vous ayez plus de chances que votre son soit sélectionné. Puis, vous pourrez envoyer votre morceau à votre sélection. Enfin, vous pourrez alors recevoir les retours et les opportunités des professionnels, ce qui vous fera gagner en visibilité. Music Crab est un jeu musical gratuit qui permet d'améliorer sa mémoire en apprenant à lire les notes de musique. Il suffit de trouver le nom de la note sur laquelle se trouve le crabe en la tapant sur le mini-clavier de piano placé en bas de l'application. Chaque succession de notes forme une petite mélodie. Lorsqu'on la reproduit sans se tromper, on passe au niveau suivant en marquant des points. Cette application est destinée aux débutants en solfège à partir de 5 ans, comme aux expérimentés. Grâce aux 182 niveaux, il est alors possible de développer son oreille musicale progressivement à son rythme et la garantie de s'améliorer dans les 7 clés de solfège. Si on joue en famille, cela peut être vraiment amusant de se confronter les uns aux autres en comparant les scores. Music Crab comptabilise déjà 250 000 utilisateurs dans le monde. Tous les pubs, on aura fait le tour du monde des pubs de Noël pendant des jours et c'est pas fini, je n'aurai jusqu'à la fin de la semaine. Allez, attention, on est où? Il y a du monde de la cuisine là-bas. Il faut que tu bouges un peu plus dans ta cuisine. Je vais le mouiller un tout petit peu. Vraiment, on l'humidifie. Ça, c'est ma mère qui m'a toujours appris ça pour faire des biscuits roulés. Vous mettez juste comme ça. Dans cette émission, nous retrouvons l'exemple parfait d'une animation culturelle innovante. En effet, cette émission met en lien direct l'animateur et son public, et dans ce cas précis, au travers d'un atelier culturel, la cuisine. Le chef cuisinier partage sa recette en live avec les téléspectateurs et peut interagir avec eux et leur parler en direct. Il y a également un animateur télé qui anime durant les pauses et qui fait jouer le public avec des chansons, des danses, etc. Pour nous, c'est une bonne idée de faire passer la culture par Internet,
car cela permet l'accès à un plus grand nombre de personnes, gratuitement, dans la majorité des cas. Il faut tout de même prêter attention à ne pas seulement leur mettre à disposition ces applications, mais bien leur faire découvrir en les faisant participer par le biais d'animations qui permettra de créer un lien social, d'apprendre plus facilement et d'une manière ludique. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet qui fait toujours débat, à savoir la présence d'animaux dans les cirques. Pour commencer, quelques chiffres. Il faut savoir que plus de 1200 animaux sauvages parcourent le territoire emprisonnés dans des cirques. Un sondage réalisé en février 2019 par la fondation 30 millions d'amis a montré que 2 Français sur 3, soit 67% de la population, demandent à ce que l'exploitation des animaux sauvages soit réglementée. Plus récemment, le 17 septembre 2021, 438 communes ont pris position pour des cirques sans animaux, dont 116 de plus de 10 000 habitants. Dans cette vidéo, nous ferons donc la présentation de 2 professionnels différents que nous avons pu interviewer. La première personne étant un directeur d'un cirque sans animaux et la deuxième personne est une militante de Paris Animaux Zoopolis, une association qui lutte contre l'exploitation des animaux dans les cirques. L'association, c'est une association à loi 1901. Donc c'est le Salto, l'école du cirque d'Alès, voilà, qui existe depuis les années 80. Qui a été monté par une compagnie de cirque qui s'appelle Archaos. Voilà, donc nous dans l'école du cirque on fait loisirs, donc de 3 ans jusqu'au cours adulte. On a des projets extérieurs, on a le collège Option Cirque et moi je m'occupe d'une formation professionnelle. L'association en fait, il y a longtemps, il y a une compagnie de cirque qui a décidé de monter un lieu où ils peuvent transmettre le cirque. Et donc il y a des cours qui ont été mis en place. Et puis voilà, cette école elle tourne depuis 25 ans. Alors moi je fais partie de la génération où je travaille pas trop avec le cirque traditionnel. Moi je travaille plutôt avec le nouveau cirque, avec les compagnies. Voilà, j'ai eu pas mal de numéros solo où des fois c'était moi qui faisais mon démarchage, où je bossais pour les centres de loisirs, pour des mairies, pour des festivals. Elle est géniale l'évolution du cirque, mais déjà ça fait depuis les années 80 que le cirque il évolue, parce qu'il y a encore plus le public. Et après, moi j'aime bien aussi le cirque traditionnel, hein, mais bon, c'est différent. Et après, maintenant, depuis je sais pas quelques années, normalement, ils doivent plus travailler avec les animaux. Après, moi j'ai quand même vu encore des cirques traditionnels dans le sud, là où il y a quand même des animaux. Donc après, je sais pas. Normalement, il y a des lois, je ne sais pas comment sont appliquées les lois. Mais voilà, le cirque, c'est un art magnifique. Notre association Paris Animaux Zoopolis a pour mission de défendre les intérêts des animaux et l'association a été créée officiellement en 2017 et avant on était sous forme de collectif en 2015 et donc on est orienté en plusieurs campagnes et il y a 2 grands chantiers, les animaux ne sont pas des jouets. Donc dans ce chantier, il y a la question de la campagne sur les cirques et puis après une campagne sur les animaux liminaires en ville. Donc la mission, c'est de défendre les intérêts des animaux. Quand on dit intérêts, on parle des intérêts fondamentaux, hein, c'est-à-dire les droits négatifs, ne pas être emprisonné, ne pas être tué, ne pas être torturé, ne pas être vendu. Et donc dans ce cadre-là, on a 2 objectifs. Le premier, c'est d'interdire les pratiques les plus cruelles envers les animaux. Et le deuxième, c'est de construire une société juste qui inclut les animaux en tant qu'individus sensibles. Alors déjà, c'est une proposition de loi, ça veut dire que ça émane des députés et pas du gouvernement, contrairement à un projet de loi. Ensuite, sur les mesures précises, donc l'article 12 sur les cirques prévoit 3 grandes choses. Donc la première, c'est que d'ici 6 mois à la promulgation de la loi, les cirques ont l'obligation d'inscrire, de déclarer tous les animaux sauvages, donc le nombre, les individus, la date de naissance, etc. Donc ça, c'est d'ici 6 mois pour qu'on ait une base de données exhaustive en France, parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est incapable de nous dire combien d'animaux sauvages dans les cirques. Ensuite, d'ici 2 ans, l'interdiction de la reproduction et des nouvelles acquisitions d'animaux dans les cirques, animaux sauvages, et l'interdiction définitive de la captivité des animaux sauvages dans les cirques itinérants, c'est dans 7 ans, après la promulgation de la loi. Le fait que là, on va avoir une loi qui est adoptée définitivement, c'était vraiment pas du tout gagné, puisque c'est pas du tout l'initiative du gouvernement, parce que le Sénat avait complètement vidé le texte de sa substance. Donc voilà, et puis on est très proche des élections présidentielles, donc il y avait un peu un compte à rebours enclenché. Donc voilà, donc en cela, c'est historique. Après, pour nous, ce texte, il va pas du tout assez loin.
Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai été menacée de mort une quarantaine de fois par téléphone. Justement, il y a eu l'audience là, il y a pas longtemps. Donc, c'est un directeur de cirque avec animaux qui a été condamné par le tribunal, donc à de la prison avec sursis et à une peine pour préjudice moral. Alors, oui, sur la question des cirques avec animaux, alors il y a des associations qui travaillent vraiment là-dessus et il y a des associations qui soutiennent. Donc, par exemple, One Voice qui a fait beaucoup d'enquêtes là-dessus. Mais après, il y a l'association L214 par exemple qui relaie, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, 30 millions d'amis. Et d'ailleurs, toutes les associations ont été rassemblées avec le référendum pour les animaux qui était initié par Hugo Clément, où on était une quarantaine d'associations. Et dans ces mesures, il y avait la question des cirques. Et puis après, on travaille, oui, je ne l'ai pas trop dit, mais on travaille aussi avec des experts, évidemment, comme des vétérinaires, des éthologues. On essaye aussi de mobiliser les experts en tout genre. Finalement, on s'aperçoit que le monde du cirque est en pleine évolution. En effet, on assiste à une augmentation du nombre d'associations autour de cette pratique. De plus, depuis le 18 novembre, la loi concernant la réduction des animaux dans les cirques est en vigueur. C'est une grande avancée pour le monde du cirque, notamment grâce à la question de la protection animale au cœur de notre société. TikTok est un réseau social créé en 2016 par la société ByteDance. Aujourd'hui, elle rassemble plus de 2 milliards d'utilisateurs qui chaque jour postent leurs vidéos sur la plateforme. Elle permet aux jeunes de 15 à 25 ans principalement de créer des performances artistiques ou humoristiques et de faire voir leurs talents. Mensuellement, ce sont plus de 11 millions de Français qui l'utilisent au moins une fois par mois. Actuellement en plein boom, l'application séduit par son instantanéité qui en fait une vraie valeur ajoutée. La société explose en 2018 avec le rachat de Musical.ly par le fondateur Zhang Yiming. Récemment, la plateforme a pu observer l'émergence d'une vague Black TikTok Strike. La cause, Addison Rae Easterling, une jeune femme qui s'est fait connaître sur TikTok, est invitée dans l'émission The Tonight Show starring Jimmy Fallon, où elle se retrouve à apprendre au célèbre animateur 8 chorégraphies virales. Problème, aucun des chorégraphes noirs à l'origine de ces danses n'est cité, ce qui provoquera une vive polémique sur les réseaux sociaux. Suite à cet événement, le 19 juin 2021 est proclamée une grève d'inspiration par des danseurs et des danseuses noires dénonçant l'usage de leur chorégraphie sans citation. Sur TikTok, les vidéos estampillées #BlackTikTokStrike avoisine les 8 millions de vues cumulées. Ce hashtag fait l'objet de témoignages, de débats, de prises de parole libératrices. À l'origine de cette mobilisation, l'impulsion du danseur Eric Louis, un jeune homme de 21 ans qui garde à l'esprit certaines injustices passées. Outre-Atlantique, notamment, les TikTokers afro-américains pointent du doigt celles et ceux qui exploitent leur danse dans le cadre de tendances sans jamais évoquer leur nom. Le fait est que les personnes les plus mises en avant sur TikTok sont blanches, alors que ce sont bien les Noirs qui sont à l'origine de la majorité des mouvements viraux du réseau social, qui a fait des chorégraphies sa marque de fabrique. Si les TikTokers et TikTokeuses noirs sont invisibilisés, c'est parce que les vidéos qui reprennent leurs idées ne sont presque jamais créditées, mais aussi parce que les médias se focalisent sur les personnes blanches en leur consacrant des articles et en les invitant sur les plateaux. Depuis la création de l'application, TikTok a mis en lumière de nombreuses chorégraphies et a permis de laisser place à l'imagination des utilisateurs pour inventer de nouvelles danses. Cela a aussi des impacts positifs sur la santé mentale des utilisateurs et sur leur confiance en soi. TikTok et Internet en général a permis de partager et d'apprendre à danser depuis chez soi. Ce phénomène s'est énormément développé lors du premier confinement. Certains utilisateurs reproduisent chaque jour de nombreuses chorégraphies. Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve sur Flash Info aujourd'hui pour un nouveau reportage signé Lisa Sabri. Nous allons retrouver avec elle Karine Lyons. Karine Lyons est une artiste peintre new-yorkaise du 21e siècle qui révolutionne la mode à sa manière. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Voici le sujet du jour. La mode peut-elle se voir en peinture? Je vous laisse maintenant avec Lisa Sabri. Retrouvez-la dans quelques instants au cœur de la ville qui ne dort jamais. 'Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve sur Flash Info aujourd'hui pour un nouveau reportage signé Lisa Sabri. Nous allons retrouver avec elle Karine Lyons. Karine Lyons est une artiste peintre new-yorkaise du 21e siècle qui révolutionne la mode à sa manière. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Voici le sujet du jour. La mode peut-elle se voir en peinture? Je vous laisse maintenant avec Lisa Sabri. Retrouvez-la dans quelques instants au cœur de la ville qui ne dort jamais.
Bonjour Lisa Sabri. Bonjour Arthur Mathéo, nous voici en compagnie de Karine Lyons au sein de son atelier. Karine, do you speak French? Hi Arthur, hi Lisa. Oui, je parle français. Pouvez-vous nous expliquer votre célèbre concept de redessiner la mode à travers la peinture? Évidemment Lisa. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai toujours été une grande passionnée de la mode. Alors, après mes études en journalisme, j'ai commencé à travailler en tant que directrice artistique dans l'industrie de la mode pendant plusieurs années. Puis, j'ai poursuivi mon parcours aux Beaux-Arts à Boston. C'est comme ça que je suis devenue peintre à l'atelier de Jeff Koons. La mode et la peinture, elles font partie de moi. C'est pourquoi j'ai voulu créer mes propres productions artistiques reflétant ma personnalité et ma singularité et mêler la peinture à ma passion pour la mode m'a paru évident. J'aime créer des peintures modernes qui représentent des modèles portant les plus grandes marques. Jouer sur les couleurs, le style, l'originalité me fait vibrer et j'aime donner envie aux gens de s'habiller en regardant mes peintures. Merci Karine pour ces explications. Je vous laisse maintenant avec Arthur Mathéo qui se trouve sur Paris. Thank you so much Karine. Merci beaucoup Lisa Sabri. Maintenant nous vous laissons sans plus attendre avec le reportage signé et réalisé par Lisa Sabri même qui va nous en apprendre plus sur cette technique révolutionnaire. Nous nous retrouvons en fin d'émission. Bon visionnage. Karine pratique la peinture depuis plusieurs années maintenant, et il est vrai que ses œuvres sont étonnantes. Les couleurs vives qu'elle nous propose attirent l'œil, et l'intégration de grandes marques sont directement source de surprises, d'intrigue. Mais en réalité, elle n'est pas la première à avoir expérimenté cette technique. En effet, le peintre Egon Schiele, à la fin du 19e siècle, savait déjà nous attirer avec la couleur d'un manteau. Et il nous faisait aimer le manteau, l'homme qui le portait et le tableau qui saisissait l'instant. C'est comme si Karine prenait sa relève aujourd'hui, en suivant les goûts du jour. Jumeler la mode à la peinture, insérer les plus grandes marques à travers un tableau d'art, inciter à la consommation grâce aux huiles sur vélin. Nous assistons ici à une réelle innovation, quelque chose de très peu, voire de jamais vu auparavant. L'artiste Karine Lyons vient alors casser les codes de ce que nous voyons depuis des années, des siècles. C'est toute une génération que l'artiste américaine tente de toucher à travers cette modernité. Aussi, c'est peut-être une nouvelle façon de donner envie de s'habiller, de consommer, dont Karine Lyons est à l'origine. Autre que les défilés, certaines personnes peuvent accorder davantage d'importance à l'art, à une mise en scène en peinture, qu'elles auront le temps de contempler pour ensuite se l'approprier. Enfin, ce genre de production artistique pourrait bien être source d'une ouverture à un nouveau public, à des catégories de personnes qui ne se sentaient pas forcément légitimes ou intéressées par l'art, mais qui soudain se rendent compte qu'il prend une nouvelle forme, plus proche d'eux, de leur quotidien. Cette modernité soulèverait bien des questions, mais qui sait, serait-elle à l'origine d'une nouvelle tendance, d'une transformation de la mode et de la peinture ? C'est donc la fin de ce reportage. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Lisa Sabri et à Karine Lyons d'avoir répondu à nos questions et nous avoir fait partager votre passion. Tout de suite, la météo avec Karine Ferry qui prévoit d'annoncer une vague de fraîcheur dans les prochains jours. Alors sortez couverts. C'était Arthur Mathéo pour Flash Info. Bonne soirée à tous.
Qualifiée de nouvelle étoile de la chanson française en 2017, Mathilde se présente avec pour nom de scène Oshi, voulant dire étoile en japonais. Auteure, compositrice, interprète, ses chansons évoquent des thèmes personnels. Après avoir déjà reçu des commentaires haineux et homophobes, mais encore des menaces de mort, Oshi a subi de nouvelles critiques en ce début d'année 2021, qui ne s'attaquent non pas à son talent de chanteuse et au sujet de ses chansons, mais à son apparence physique. En effet, le mercredi 7 avril 2021, lors d'une émission de la web radio Armada, Fabien Lecoeuvre, chroniqueur et producteur de musique et invité de l'émission, a déploré le manque de beauté des artistes d'aujourd'hui en s'en prenant au physique de la chanteuse Oshi. Il a tenu des propos désobligeants envers la chanteuse. Il l'a qualifiée d'effrayante en suggérant que pour vendre plus d'albums, elle devait donner ses chansons à des filles sublimes. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable, mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Ces propos ont sévèrement remué la toile et ont attisé la fureur des internautes et de différents artistes. Même la presse se questionne sur le sujet. En effet, Anna Coulmier, journaliste du Hedayat Music, s'interroge sur la place de la beauté dans le monde de la musique. Elle affirme que c'est une époque révolue et qu'aujourd'hui les critères de beauté sont secondaires. Face aux propos du chroniqueur Fabien Lecoeuvre, la jeune femme a été profondément choquée. Franchement, j'ai été profondément choquée. C'est vraiment le mot choquée. Et j'ai direct été voir ma manager et je suis allée la voir. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi pourquoi? Sa première réaction fut de répondre avec humour dans une publication Twitter. Elle confie hésiter entre offrir à celui-ci un poster ou un miroir. Au cours de l'émission Musique sur Europe 1, la jeune femme de 24 ans, visiblement blessée, a révélé avoir mal vécu cet épisode. Cela lui a fait très mal au cœur, dit-elle, lors d'une interview C'est à vous. Profondément marquée par le dérapage du chroniqueur, la jeune chanteuse souligne l'ampleur de ses propos qui ont été au-delà de Oshi elle-même. Ceux-ci ont mis en cause sa famille, son équipe, ses fans et son public. Suite à cela, Fabien Lecoeuvre s'est excusé de manière maladroite, puisqu'il était encore question de physique. Bonsoir Oshi. Mille excuses pour ces propos maladroits, sortis de leur contexte, et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d'époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention au physique des artistes qu'aujourd'hui. Abasourdie une fois encore, la chanteuse est désespérée par ce genre d'excuses. Celui-ci remet la faute sur les maisons de disques. Or, Oshi dénonce cette affirmation en appuyant sur le fait qu'avant d'arriver et de signer avec sa maison de disques, elle n'a pas dû prendre de photos. La maison de disques, elle m'a pas demandé, j'ai pas fait des photos avant d'arriver. Suite à cela, le chroniqueur publie un communiqué dans lequel il qualifie ses propos d'inadmissibles et indignes de l'amour qu'il porte à la chanson française. Il a demandé pardon à Oshi et à tous les artistes et leur entourage en regrettant profondément ces paroles qu'il ne pensait pas. À titre significatif pour son album Étoile flippante sorti le 18 juin 2021, celle-ci a glissé dans chacun de ses albums un poster pour faire allusion à la critique qui avait été faite sur elle par rapport à son physique. Malheureusement, en juillet 2021, un nouveau rebondissement fut de mise. Alors qu'on pensait l'essoufflement de cette polémique, la chanteuse a affirmé le 3 juillet 2021 dans une publication sur Twitter et Instagram que la Fnac de la ville d'Evry avait censuré son visage volontairement, en y mettant des autocollants indiquant le prix de ses albums en vente. Replongé au cœur de cette sombre période, Oshi, outré, réagit une nouvelle fois sur les réseaux. En effet, les étiquettes sont collées à un endroit bien précis, pouvant faire penser que ce geste est volontaire. C'est d'ailleurs ce qu'ont dénoncé ses nombreux fans sur la plateforme. Par ailleurs, au cours de cette année compliquée pour la chanteuse, c'est une déferlante d'amour et de soutien qu'elle a reçue, aussi bien auprès de son public que des professionnels du monde de la musique. Antoine Doll, un écrivain et scénariste français, poste sur Twitter une image de sa bande dessinée Mortelle Adèle, où il a mis un poster de Oshi dans la chambre de son personnage principal. Oshi a également eu le soutien de Benjamin Biolay, qui est auteur, compositeur, interprète, producteur et acteur, avec qui elle sort un clip Pleurs de fumoir. Elle a aussi le soutien de plusieurs autres artistes, comme le chanteur Matt Pokora par exemple, qui a tweeté la photo de Oshi pour son fond d'écran. De plus, Fabien Marceau, slammer, poète, auteur, compositeur, interprète et réalisateur français, plus connu sous le nom de Grand Corps Malade, réagit aux propos de Fabien Lecoeuvre et montre son soutien pour Oshi à sa manière. Il répond à ses propos en musique.
Il fait d'ailleurs un clin d'œil à la chanteuse en incorporant la coiffure emblématique de celle-ci dans le clip. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici au Théâtre de l'Odéon à Paris. Alors dernièrement, le théâtre a repris son activité. Depuis maintenant quelques mois, elle a pu accueillir de nouveau des spectateurs. Nous allons revenir sur cette crise sanitaire qui a marqué l'activité théâtrale et faire un retour sur pendant le Covid, la reprise et ensuite après. Nous prenons maintenant la direction de Bordeaux et son grand théâtre. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Petit rappel, en 2021, nous avons commencé l'année en étant privés de toute activité culturelle. Les théâtres étaient fermés et nous ne pouvions plus sortir le soir. De nombreux théâtres ont alors choisi de virer avec leur temps. Ils ont diffusé en direct différents spectacles afin de continuer à exister. L'Opéra de Paris, pour ne citer que lui, a mis en place un système de streaming sur la plateforme Messi TV afin de permettre à tous d'accéder au spectacle Titan et l'Aurore. Selon le metteur en scène américain de cette pièce, cette initiative est une nouvelle façon de voir les choses et peut-être quelque chose de révolutionnaire pour le futur, même après le Covid. Au cours du mois de mars, les acteurs de ce monde, ainsi que les amoureux de la culture, ont décidé d'investir une centaine de théâtres en signe de contestation des décisions du gouvernement. Le théâtre et la culture ne veulent pas mourir. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, à partir du 19 mai 2021, les salles de spectacle pourront rouvrir avec une capacité de 800 personnes en intérieur et 1000 personnes en extérieur. Et à partir du 9 juin, les lieux culturels pourront rouvrir avec une capacité de 65% de leur capacité et un maximum de 5000 personnes. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase finale du déconfinement culturel avec des événements plus grands autorisés, avec juste le pass sanitaire et un couvre-feu avancé jusqu'à 23h. L'après-Covid-19 est malheureusement toujours en haut de l'affiche dans les théâtres français. Après presque 18 mois de fermeture à cause de la crise sanitaire, les salles ont du mal à retrouver leur public d'avant. La rentrée 2021 n'a pas fait d'exception. Dans le public comme dans le privé, la fréquentation des théâtres diminue malgré la réouverture des salles avec l'assouplissement des mesures sanitaires liées au Covid-19. Cette rentrée est qualifiée unanimement de difficile par les différents patrons qui affirment n'avoir jamais connu ça. Sébastien Azopardi dirige à Paris 2 théâtres privés. Il est aussi comédien et joue depuis la rentrée l'embarras du choix au théâtre Michel. Une semaine avant la première, il disait qu'il avait environ 30 personnes dans sa salle pour 330 places. Dans certains théâtres privés parisiens, seulement 20% des fauteuils sont occupés. Dans le théâtre public, la tendance est la même, notamment en région, avec une fréquentation en recul de 30 à 40%. Le gros problème, c'est la chute des abonnements, un système qui permet de fidéliser les spectateurs. Les théâtres publics ont perdu près de la moitié de leurs abonnés. C'est donc un manque de trésorerie très important pour eux. Pour conclure, malgré la réouverture des théâtres après le Covid, leur fréquentation a fortement diminué. Il est donc primordial de construire des projets afin de remettre en avant cette pratique culturelle.
Ah bon? Mais oui, c'était pas ça. Bon, allez, on reprend. On a tous l'habitude d'aller au cinéma pour voir les dernières sorties, les grands classiques dont tout le monde parle. Quand on regarde les sorties des dernières semaines, à l'affiche on a retrouvé le dernier James Bond qui a fait un carton, le nouveau Marvel qui se nomme Les Éternels, ou encore Dune, cette reprise d'un chef-d'œuvre littéraire de Frank Herbert. Mais savez-vous qu'il existe des films qui sont produits en dehors du grand système de studios de production? Et on les appelle les films indépendants. Bon, en gros, les grands systèmes de production, c'est les Big Six, c'est-à-dire 20th Century Fox, Paramount, Warner Brothers, Columbia, Universal et Disney. Mais on retrouve aussi d'autres concurrents à ceux-là. Le cinéma indépendant a une certaine autonomie par rapport aux méthodes de production, de convention et de politique du cinéma populaire. Par extension, cette catégorie peut inclure le cinéma amateur, le cinéma expérimental et encore plein d'autres. La plus grande partie du financement ne provient pas des principales sociétés de production, ce qui permet généralement une plus grande liberté artistique. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un film indépendant, est-ce que vous êtes au courant qu'à Bordeaux se déroule un grand festival de films indépendants? On a d'ailleurs fêté sa 10e édition cette année. Le Festival international du film indépendant de Bordeaux défend le cinéma international mondial. Il rend compte de toutes les formes d'indépendance, d'esprit, de liberté, de création et d'innovation. Ce festival se déroule au mois d'octobre à l'Utopia Saint-Siméon, un cinéma d'art et d'essai de Bordeaux. Sont présents de nombreux représentants prestigieux du cinéma mondial, d'artistes et de musiciens venus défendre l'indépendance d'esprit et de création. Il a déjà dit, le festival a fêté ses 10 ans cette année. À l'occasion, du 13 au 18 octobre 2021, avant-premières, rétrospectives inédites et autres moments privilégiés étaient au rendez-vous. Il y a également eu des ateliers, des rencontres, des soirées avec des jeux ou encore des concerts. Tous les soirs, le festival s'est transformé en salle de cinéma de plein air et dance floor géant pour une programmation très électro. Des projections et des DJ sets étaient programmés tous les soirs jusqu'à minuit. Le record du festival a même été réalisé. Plus de 30 000 spectateurs sont venus au cours de la semaine voir les films indépendants et participer à l'événement. Bien sûr, ce festival récompense ses artistes. Des prix sont remis à la fin de l'édition. En voici 3. La grande gagnante de la compétition internationale des longs métrages est Aude Pépin, avec son film À la vie, l'histoire de 2 sages-femmes qui consacrent leur vie à défendre les droits des femmes. Pour celui des courts-métrages, c'est Joséphine Joannet qui a su convaincre le jury avec son film Palermo Sole Nero, où l'on peut suivre la vie de 2 jeunes hommes dans les rues de la capitale sicilienne en fête. Enfin, Cristel Alves Meira gagne le prix du meilleur auteur dans son film Chocho, où une petite fille séparée de son grand-père s'invente une façon de lui dire au revoir. Par contre, vous vous doutez bien que ce festival ne se finance pas tout seul. Il y a plein de collectivités territoriales, d'entreprises ou de sociétés qui aident et qui sont partenaires de cet événement. Le CNC est un partenaire primordial. C'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. La Nouvelle-Aquitaine ou encore le département de la Gironde sont également très importants. Bon, on va pas tous vous les citer parce que c'est pas le vif du sujet, mais sans eux, rien ne serait possible. Grâce à ce festival, de nombreux artistes cinéastes, amateurs ou professionnels, mettent en avant leurs films aux yeux de tous. Avoir la chance d'avoir un événement à Bordeaux comme celui-ci permet à chacun de développer son sens de la création et d'imagination par le biais du cinéma. Ce festival tant attendu dans le milieu du cinéma fait vibrer les spectateurs toujours au rendez-vous.